Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Nous inaugurons aujourd'hui un nouveau format, un format table ronde, une demi-heure d'échange avec mes invités, au terme de laquelle vous pourrez poser vos questions et réagir. Pour ce premier numéro, nous avons choisi de comprendre quelles sont les grandes tendances qui impactent le marché de l'immobilier d'entreprise. Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir Catherine Giesel, directeur Workplace Transformation and Innovation au sein du groupe Ipsen, laboratoire pharmaceutique français. Bonjour Catherine. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Merci, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Steven Khoury, directeur exécutif client solutions EMEA chez The Instant Group, cabinet conseil en immobilier d'entreprise. Bonjour Steven. Bonjour Lionel, voilà. Bonjour tout le monde. Merci également de votre présence. Également à mes côtés, Odile Batzer. Bonjour Odile. Bonjour. Alors vous intervenez aujourd'hui Odile au titre de l'Observatoire de l'immobilier durable dont vous êtes membre du bureau. Un petit mot rapide sur l'OID pour démarrer, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Non, c'est dommage d'ailleurs. Ben voilà. Donc l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, c'est une association qui a été créée en 2012, pardon. L'association loi 1901. Exactement, ouais. Déclarée d'intérêt général d'ailleurs en 2020. Elle représente aujourd'hui 86 membres de différents collèges de l'immobilier. C'est aussi bien promoteurs, gestionnaires, investisseurs. Il nous manque un peu de public. Ah, non, du public. Du public, ah, oui, il nous manque du public, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ouais. Donc 86 membres adhérents, ont beaucoup de publications. Tout est en libre service sur une plateforme Taloen. Toutes les publications, toutes les études. Il y a également un baromètre qui est publié depuis 2012 sur la performance, voilà, et qui sert maintenant très souvent de référence. Et plus récemment, depuis 2018, le baromètre de l'immobilier responsable et qui examine les différentes réactions des différents groupes d'investisseurs, notamment sur les sujets de l'immobilier durable. Voilà. Très bien, merci. Alors, pour la complète information de nos téléspectateurs, vous êtes aussi directrice de la gestion immobilière et de la RSE pour la société de la Tour Eiffel, foncière cotée spécialisée dans l'immobilier d'entreprise. Et enfin, j'accueille Benoît Méronin. Benoît, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Merci également de votre présence. Vous êtes directeur conseil stratégie chez Corus, spécialiste de la conception d'environnement de travail. Aménageur, on peut dire. Aménageur, tout à fait. Voilà. Et vous êtes par ailleurs aussi professeur à Grenoble École de Management. Professeur en quoi d'ailleurs ? Marketing. D'accord, très bien. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Steven. Parce que chez The Instant Group, vous animez un groupe de réflexion sur l'immobilier d'entreprise. Alors, sur l'entreprise agile, l'ACT, The Agile CRE Think Tank, est-ce que je l'ai bien dit ? Tout à fait, c'est parfait. Magnifique. Oui, alors, vous avez déjà mené plusieurs vagues d'études depuis 2020, la dernière menée en fin d'année dernière. Elle vient de paraître, c'est ça ? Alors, elle va paraître la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc. Avec l'étude sur l'espace flexible en France. Voilà, c'est ça. Elle s'appelle « Le futur du travail hybride est en marche ». Et quels en sont les principaux enseignements, Steven ? Alors, on constate que sur les 24 mois, depuis la pandémie, que les entreprises sont passées par plusieurs étapes. Ça a commencé par la gestion de crise, la réduction de coûts, puis on est passé par le passage du travail à domicile jusqu'à travail hybride, et finalement, le grand sujet, le retour au bureau. Donc, premier constat qui est assez, on va dire, indicateur de la problématique, c'est que 80% des entreprises considèrent que les changements en matière de demande de bureau va être un facteur de défi pour les aménagements futurs. 80%. Ça paraît quand même énorme. C'est stalinien, on pourrait dire, comme résultat. À quelles difficultés font-ils référence vos répondants, en fait ? Alors, il y a quatre difficultés, il y a 4 volets, et qui sont parfois liées entre elles. Le premier facteur, c'est le facteur humain. Donc, c'est clair que c'est... On va voir une slide, d'ailleurs, sur ces 4. Oui, donc c'est la rétention des talents qui est le point le plus important et la raison pour laquelle les choses prennent plus de temps. Parce qu'il faut bien avoir une stratégie de retour au bureau avant de décider d'un investissement majeur.
Le deuxième facteur, c'est les espaces physiques. Néanmoins, la réduction des coûts reste sur l'agenda de beaucoup de directeurs immobiliers. Ça passe par la réduction de l'empreinte aussi immobilière, jusqu'à effectivement l'asset. Et puis tout en s'assurant que le rendement et la rentabilité est là. Troisième volet, c'est le digital. Là également, c'est un volet très important, notamment pour accompagner le travail hybride, qui nécessite un investissement aussi qui est assez majeur et surtout nécessite une coordination entre les directeurs immobiliers et les ressources humaines. Et le quatrième volet, qui est le développement durable, on voit que c'est quelque chose qui remonte de plus en plus sur l'agenda des entreprises. Mais là, les occupants sont plus en attente. Ils sont en attente des exploitants et des propriétaires pour leur montrer la voie et le chemin à suivre. Merci Steven. Alors on va avoir évidemment l'occasion de revenir plus en détail sur ces différentes tendances au cours de notre discussion, mais ma première question à chacun porte évidemment sur la tendance du moment, le développement du travail dit hybride, c'est le mot à la mode dans la profession, de l'alternance entre temps de présence sur le lieu de travail ou travail à distance. Alors quelles conséquences selon vous aura le développement de ce travail hybride et est-ce qu'il est inéluctable? On va commencer par Catherine. Alors, oui, c'est inéluctable, il n'y a pas de doute là-dessus. Chez Ipsen, on a posé un principe global donc pour le groupe de travail hybride il y a déjà plus d'1 an. Donc pour tous les territoires, et on est dans presque tous les territoires du monde, on a proposé aux collaborateurs de pouvoir travailler à distance un maximum de 2 jours par semaine. Alors une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire que c'est très simple, mais en fait c'est là que toute la complexité se loge, parce que c'est un vrai changement culturel, c'est une profonde révolution et c'est très compliqué. Donc travail hybride, comme Lionel, tu l'as rappelé, c'est un mode d'organisation du travail où à la fois, et pas au même moment sinon ce serait trop facile, les collaborateurs travaillent ou de chez eux, ou d'un tiers-lieu, ou d'un café, ou d'un aéroport, ou encore dans les lieux entreprises. Et donc pas tous au même moment. Donc comment on fait ? C'est pas simple. L'objectif, évidemment, c'est de tirer le meilleur des 2 environnements de travail. Alors, comment nous on a fait ? Du coup, on s'est attelé avec les ressources humaines, notamment en démarrant sur la France, mais ça fait des petits sur les différents pays, pour en fait lancer des programmes de formation pour tous les collaborateurs, pas uniquement les managers dont le rôle devient évidemment encore plus compliqué, mais pour tout le monde, parce que c'est l'affaire de tous. Comment on développe une culture de l'asynchrone ? C'est très compliqué. Je le disais déjà sur ce plateau il y a 1 an, il ne s'agit pas juste de déplacer son ordinateur portable d'un lieu à l'autre et de se dire, ben voilà, un coup je suis chez moi, un coup je ne suis pas chez moi. Non, il faut essayer de sensibiliser tout le monde à quelles sont les activités qui sont téléfragiles et les activités qui sont télérobustes. Alors évidemment, du téléfragile, ça va être tout ce qui nous a manqué, l'informel, cette fameuse sérendipité, la création à plusieurs, l'idéation, comment on fait entreprise ensemble. Et à l'opposé, c'est plus simple quand on est seul de pouvoir participer à des activités organisées formellement, etc. Donc évidemment, par rapport à tout ça, on essaye d'éduquer, d'aider à ce changement. D'accompagner fortement. Et évidemment, en faisant cet accompagnement, on amène les collaborateurs, et c'est ça qui est fort, je trouve, en termes de workplace, à justement exprimer un besoin différent dans leurs espaces de travail physiques. C'est la transposition physique de ce nouveau mode d'organisation d'entreprise. Ils vous demandent de nouvelles choses, les usages changent réellement? Et bah, du coup, alors sur les différents territoires, moi j'ai vraiment un job global workplace. Il y a des territoires où on a déjà pu significativement transformer l'espace de travail parce que les projets tombaient à ce moment-là et que du coup on en a profité. À l'inverse, sur d'autres, pour différentes raisons, parce que l'immobilier c'est un temps long, on n'a pas pu transformer autant qu'on le souhaiterait, notamment sur le siège à date. Mais du coup, voilà, ce qui est assez fabuleux pour quelqu'un qui fait du workplace, c'est de voir que du coup, ceux qui sont sensibilisés et qui comprennent la complexité et la finesse de ce travail hybride finissent par lever eux-mêmes la main en disant « mais là, je n'ai pas les bons espaces pour faire ce que vous me proposez de faire ». Steven, on vient d'entendre le témoignage de Catherine chez Ipsen particulier. Est-ce que dans le baromètre que vous avez réalisé, que vous disent justement les entreprises sur cette partie du facteur humain ? Alors, il y a 2 choses. Première, pour rebondir sur le point évoqué par Catherine.
Donc, les espaces doivent être aussi modifiés pour accueillir ce changement de mode de travail des organisations. Clairement. Donc, il y a un chiffre clé qui ressort, c'est que à peu près 33% des espaces vont être dédiés plutôt à du travail individuel. Si on compare ça à la période pré-pandémie, on était à 60%. Ce qui veut dire qu'on voit un inversement de la tendance complètement. Donc, c'était un tiers plutôt espace, on va dire, support, réunion et soit 2 tiers espace de travail. Et là, on voit l'inverse qui se produit. Ouais. Alors, c'est au profit de quoi? Forcément, c'est au profit d'espaces de créativité, de collaboration. Et puis, les espaces vont évoluer pour pouvoir permettre à cette créativité, cette collaboration. Les espaces seront également plus connectés et puis également vont être une offre de services pour pouvoir améliorer l'engagement des salariés. Et là, le facteur humain, il est clé parce que les indicateurs qu'on avait auparavant, on parlait de coût au poste, mètre carré par poste, tous ces indicateurs vont disparaître. Les indicateurs maintenant sont plutôt axés sur la satisfaction des utilisateurs, sur les usages aussi, parce que c'est ce qui va permettre aussi d'adapter les espaces pour pouvoir répondre à ce travail hybride. Et un troisième l'usage. Et un troisième point qui est fortement lié aussi, c'est le digital. Oui. On voit d'ailleurs dans votre enquête aussi. Hein. Tout à fait. Donc 67% des dirigeants disent que il faut avoir plus de recours au PropTech qui se transforment par les outils digitaux. Donc ça passe par l'assistance dans la gestion effectivement des rotations au bureau, l'occupation, le mesure, et puis également surtout comment adapter ces espaces à travers le temps. Parce qu'il n'y a pas de formule magique. C'est-à-dire que même si on fait les enquêtes en amont, par typologie de profil pour définir un programme, c'est pas quelque chose qu'on pense inscrire de manière statique qui va durer, on va dire, le temps d'un bail de 9 ans. Et oui. Benoît, comment le professeur que vous êtes analyse-t-il cette tendance et quel conseil d'ailleurs le directeur conseil stratégique Chorus donnerait-il? En fait, sur le travail hybride, c'est vrai qu'on a des approches parfois un peu dogmatiques. Hein. Ça va d'une entreprise dont je ne citerai pas le nom, qui fait partie des licornes françaises de la robotique, c'est zéro télétravail. Le sens du collectif, le faire ensemble, le travail, c'est d'être ensemble sur un même espace, dans un même espace-temps. Jusqu'à Carglass, dont j'ai visité le siège il y a pas très longtemps à Courbevoie, où là, on est en 100% patient flex office. Donc voilà les deux jalons. Et donc, entre ces deux-là, il y a tout un tas de gens qui se posent un tas de questions, au-delà de ces postures qui peuvent paraître un peu tranchées parfois. Et finalement, le vrai sujet, et je trouve que Catherine le disait très, très justement, c'est un sujet pour tout le monde, et c'est un sujet de comment je vais organiser finalement mes espaces-temps entre ce que je vais faire au domicile, ce que je vais faire effectivement au bureau, ce que je vais faire aussi dans les tiers-lieux, parce que c'est peut-être aussi un sujet dont on a beaucoup parlé, qui est peut-être un petit peu en train d'émerger enfin, avoir des espaces relais, et je pourrais donner quelques exemples tout à l'heure, et donc de comment finalement on accompagne en fait les collaborateurs, et c'est très juste de dire pas seulement les managers, mais l'ensemble des collaborateurs, on fait travailler un petit peu différemment, de repenser leur rapport au travail, leur rapport au temps, de façon à dédier effectivement certaines tâches à certains espaces-temps et pas à d'autres. Et ça, c'est une discipline dans laquelle on n'a pas été habitué parce que traditionnellement, on venait au bureau et donc au bureau, on faisait un petit peu tout, un petit peu n'importe quoi. Et finalement, on ne se posait pas trop la question de l'organisation du travail au sens collectif et au sens de comment on aménage en fait ce temps collectif. Odile, j'imagine que vous observez évidemment ce développement du travail hybride. On vient de parler de flex office. Qui dit flex office, eh bien, on entend beaucoup de choses sur les réductions de surface prévues, anticipées. Est-ce que vous anticipez des conséquences importantes en termes justement de demande? Alors, je pense qu'il faut bien voir qu'il y a deux marchés quand même différents. Là, on vient de parler en grands groupes, grandes entreprises, beaucoup de salariés, etc. Chez Tour Eiffel, on a une particularité, c'est que sur les 650 000 m², on a 510 locataires. Ça vous donne déjà une petite notion. On a, je dirais, 30 gros locataires qui représentent 40% à peu près des loyers. Ceux-là sont des grands groupes, c'est CAC 40, et ça répond exactement à ce que vous venez de décrire. Mais on a aussi toutes nos PME, TPE en région, mais aussi en deuxième couronne. Et là, les constats sont quand même beaucoup plus modérés. Oui. Parce que qui dit plus petite surface
dit impact beaucoup moins important du télétravail. Oui, il y a des postes vides, mais on ne peut pas facilement mettre en place le flex office. C'est pas les mêmes enjeux. Voilà. Donc, sur nos actifs, péridéfense, première couronne, etc., et grande surface, effectivement, on peut constater soit des demandes de sous-location, soit d'autorisation de sous-location, soit des réductions de surface, des demandes de réduction de surface. A contrario, sur les petites surfaces, on a même quelquefois des locataires qui louaient des grosses surfaces ailleurs et qui viennent chez nous pour des plus petites surfaces. Vous voyez, ça peut même être une opportunité, en région notamment. Oui, ça bouge. Voilà, donc je pense qu'il faut un petit peu considérer la taille de l'entreprise, le nombre de salariés, c'est important aussi. C'est vrai. Alors merci, j'avais envie évidemment maintenant de vous interroger sur l'autre actualité, qui est d'ailleurs en partie liée au travail hybride, celle du retour au bureau, puisque c'est encore en cours. Quand je pense que je faisais déjà des réunions et des conférences sur ce sujet il y a un an, nous y voilà de nouveau. Voilà, après des mois de travail à distance imposés, quasi généralisés, en tout cas pour ce qui est des sites tertiaires. Catherine, comment est-ce que vous préparez ou comment est-ce que vous avez préparé, j'imagine que vous avez déjà préparé ce retour au bureau, et quelles questions se posent en cette période en fait? En fait, comme tu le disais, il a déjà eu lieu. On passe notre temps à le préparer, à le vivre et puis à le refermer, à le remettre de côté. Oui. Alors peut-être une des bonnes nouvelles, c'est que nos sites, nous, aux États-Unis, à Boston, ont réouvert hier. Donc il y a peut-être une lueur d'espoir plus globale. En tout cas, on s'y accroche. Alors il y a un double enjeu. Donc parce qu'il faut donner envie de revenir. Et du coup, on verra comment ce passage au travail hybride va vraiment se réaliser. Parce que soyons honnêtes, on ne fait qu'expérimenter depuis une grosse année. Et donner envie de revenir, ce n'est pas une mince affaire. On a eu une grosse enquête d'engagement qui a lieu tous les 2 ans et elle a eu lieu là à l'automne dernier sur tous les sites Ipsen, donc des résultats globaux. Et selon les pays, mais même de façon plus générale, on voit dans les verbatims qui remontent de vraies questions sur mais expliquez-moi pourquoi je devrais revenir au moins 3 jours au bureau. Avant, on ne se posait pas la question, on allait au travail, c'était la phrase. Maintenant, on fait déjà une sémantique différente en disant je vais retourner au bureau, et qu'est-ce que je vais y faire? Donc du coup, voilà, des tas de graines qui étaient déjà semées évidemment bien avant la pandémie se posent à nous, experts du workplace. On parlait beaucoup de workspitality, donc c'était la rencontre évidemment des codes de l'hôtellerie transposés dans le monde du travail. On peut aujourd'hui parler même d'officiality. Si on cible plus. Ouais, officiality. Il y avait l'hospitality, c'est ça. Et donc là, c'est un mélange. Là, c'est encore un mélange. L'objectif, c'est de rendre unique, idéalement, la venue sur un site entreprise pour donner justement envie de revenir. Donc, il faut évidemment proposer les bons services, les bons espaces. Dans les réflexions que j'ai, je me dis que dans l'offre globale de services aux collaborateurs, dans le cadre de son expérience, il faut sans doute imaginer des services qu'on aurait uniquement en venant sur site. Bien sûr. Et oui. Et puis aussi, en préparation, on se parlait du test and learn. C'est-à-dire que vous avez imaginé aussi des choses et il va falloir les tester pour de vrai maintenant. C'est ce que je disais. Alors, de toute façon, là, tous les directeurs immobiliers que nous sommes, on passe notre temps à se dire qu'on ne fait que tâtonner, expérimenter, regarder. Vraiment, on n'a pas de conviction suffisamment forte pour se dire que la bonne solution, c'est A et pas B. Là, l'agilité, elle est clé. Pas uniquement dans les espaces, mais surtout dans la façon dont on accompagne ce retour. Il y a des différences culturelles, évidemment, selon les pays, selon les tailles d'entreprise également, ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais il y a vraiment cette demande maintenant des collaborateurs à tout niveau de se dire la vie, elle ne peut plus être la même qu'avant. J'ai appris, je vous ai démontré que je pouvais être autonome, performant. Expliquez-moi pourquoi vous avez besoin encore aujourd'hui peut-être de me surveiller X jours par semaine. Il y a des gros défis devant nous. Oui. Steven, Catherine parlait justement de test and learn et ça me faisait penser à un des éléments, un des enseignements de l'étude, les directions de l'environnement de travail, de l'immobilier, face à cette évolution rapide, à cette incertitude, c'est un des moyens de réponse de beaucoup tester et d'ajuster au fur et à mesure en fait. Tout à fait. C'est un chiffre qui ressort de l'étude. En synthèse, on sait que les directeurs immobiliers, ils sont tous d'accord que les nouveaux modes de travail hybrides nécessitent qu'on intègre les 4 composants qui sont le facteur humain,
les espaces physiques, le digital et puis également le développement durable. Maintenant, comme j'ai dit, il n'y a pas une formule pour tous. Donc, selon effectivement ces 4 volets, et avant de déployer, on va dire, une politique générale, beaucoup d'entreprises, et exactement 35% de ces entreprises, ont effectué des tests, donc des sites pilotes, pour tester et apprendre, pour pouvoir mesurer, et puis derrière pouvoir adapter. Donc, c'est plutôt sur des périodes moyen terme, donc on ne peut pas faire ça, bien sûr, sur une décision, sur un bail qui va durer 9 ans. Dans les espaces de travail flexibles, là également, ils sont déjà ancrés dans un certain concept. On est plutôt sur des solutions moyen terme qui vont de 2, 3, 4 ans à peu près pour pouvoir valider un certain concept et apprendre de ce test. Très bien. Benoît, l'expérience employée, la marque employeur, on en parle quand même depuis déjà quelques années, mais qu'est-ce qui change radicalement? Qu'est-ce qui évolue dans cette période? Je pense que c'était beaucoup dans les slides, c'était beaucoup de discours. Je pense que là, effectivement, Catherine le rappelait, on est face à une réalité avec alors toute l'ambivalence de l'être humain, c'est-à-dire à la fois, comme le dit Erving Goffman, le grand sociologue, nous avons besoin de ce qu'il appelle les territoires du moi, c'est-à-dire l'appropriation de l'espace. J'ai besoin de, malgré tout, quand je vais au bureau, ça me rassure de savoir que j'ai une place attitrée qui m'attend. Puis dans le même temps, on a testé effectivement le télétravail massif, puis le travail hybride. On se dit, mais finalement, par rapport à mon équilibre de vie, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc finalement, il y a cette problématique du retour au bureau. Et entre tout ça, effectivement, c'est de se dire, au fond, la marque employeur aujourd'hui, la première question que posent les jeunes quand on veut les recruter, ou les moins jeunes d'ailleurs, c'est comment ça se passe le télétravail chez vous. Donc à partir de là, on sent bien que ce qui était, avant la crise, une espèce de nice to have, pour parler un peu dans le jargon des consultants, c'est devenu un must-have. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler par rapport au service, un petit peu comme les salles de sport. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entreprises sont confrontées à cette problématique de la marque employeur, au sens où, effectivement, attirer ou retenir, effectivement, quelqu'un parlait de rétention tout à l'heure, des talents, ça va être compliqué dès lors qu'on n'a pas, effectivement, un dispositif qui répond tout simplement. Et Catherine le disait très justement, ça ne date pas de la pandémie, c'est très profond, c'est très ancien. Ça fait longtemps qu'on parle de ce malaise, de cette difficulté que chacun, je pense même entre nous, là autour de la table, éprouve entre effectivement trouver cet équilibre entre le personnel et le professionnel. La crise, elle a simplement quelque part mis en exergue tout ça et apporté entre guillemets des solutions dont maintenant les collaborateurs se sont employés et disent pourquoi effectivement je reviendrai. C'est vrai que le télétravail, c'est un mode d'organisation, c'est une façon, mais que ça répond à une tendance qui est très profonde. Et Benoît, en préparation, remarquait que ce sujet avait fait une entrée fracassante dans les études auprès des DRH, etc. Oui, tout à fait. Il y a un baromètre qui fait référence dans le monde RH qui s'appelle Parlons RH, en fait, qui est le baromètre de l'expérience collaborateur depuis quelques années. Et j'ai vérifié en préparant l'émission, effectivement, l'an passé, les espaces de travail n'étaient pas évoqués. Cette année, le sujet central, c'est évidemment le travail hybride. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quid effectivement de l'aménagement des espaces de travail, puisque dès lors, on va travailler différemment. Et donc, on nous parle quasiment à toutes les pages en fait, des espaces de travail. C'est-à-dire l'espace de travail est devenu un levier stratégique aujourd'hui de l'expérience collaborateur. Odile, comment est-ce que vous observez, d'un point de vue foncière, pour le coup, ce retour au bureau aujourd'hui? Est-ce que ça vous pose des problèmes ou des questionnements particuliers? Alors, non, ça ne pose pas de problème. On est content de voir nos locataires revenir, les collaborateurs de nos locataires. D'autant plus que ça a posé aussi quelques petits problèmes. On parlait de services, le manque de fréquentation, notamment des restaurants ou des salles de sport, a mis quand même en péril justement cette offre de services parfois, et sa qualité en tout cas. Alors, nous, là encore, je vais un petit peu me différencier, toujours avec notre panel de PME, TPE. Ils sont revenus très rapidement. Quelques-uns même ne sont pas partis. Nous, on le voyait notamment la présence de voitures sur les parkings. Même pendant le confinement pur et dur, certaines activités perduraient et nos immeubles continuaient à fonctionner. Donc le retour est beaucoup moins massif que chez d'autres locataires, des grands groupes, qui effectivement là ont vidé entièrement des immeubles monolocataires ou multilocataires d'ailleurs, qui étaient fermés, et il y a ce retour au travail. Et là, on voit l'impact du télétravail sur les fréquentations, donc notamment au niveau des services. D'ailleurs, en parlant de fréquentation, et Catherine, puisque j'entends beaucoup de questionnements sur cette fréquentation, notamment le vendredi, mais pas que. Voilà, comment on va gérer cette fréquentation?
Alors, le point du lissage de la fréquentation Eh oui. dans la semaine, c'est aussi l'un des grands challenges qu'on a devant nous, parce que, alors là, je vais être catégorique, il n'est pas possible d'avoir aujourd'hui, demain, des sites entreprises qui ne fonctionnent que 3 jours sur 7 jours. Enfin, d'un point de vue RSE, c'est complètement irresponsable, enfin, c'est juste pas possible. Donc du coup, quand on s'est dit ça et qu'on est convaincu, et ben, comment on fait pour lisser la présence? Bon, à date, on ne sait pas le faire, soyons honnêtes. Hein, moi, je n'ai pas trouvé encore la solution. Pourquoi? Parce que d'abord, on a eu beaucoup d'allers-retours entre maison, confinement, pandémie, etc. Donc rien ne pouvait être stable. Et dans les réflexions qu'on a, alors je retourne à mes codes de l'hôtellerie qu'on transpose progressivement dans le monde de l'entreprise depuis déjà avant la pandémie, et je vais même plus loin dans les codes de l'hôtellerie, il y a des loyalty programs pour les clients fidèles. Et ben, je pense que demain dans les bureaux, on va avoir des incentives pour les collaborateurs pour venir le lundi ou le vendredi par opposition au mardi, mercredi, jeudi. Donc je pense qu'on trouvera des bénéfices, des services, que sais-je, mais Des voilà. offres spéciales pour attirer. Des offres spéciales ouais. pour voilà, aider à lisser sans brutalité la fréquence. Après, il y a des entreprises qui ont déjà commencé à être beaucoup plus fermes. Ce n'est pas du tout notre cas à date, en expliquant par exemple que telle semaine, les équipes finance, elles sont là le jeudi, vendredi, ou elles sont là le lundi, mardi, et puis vous imaginez évidemment comment on peut le faire avec d'autres départements. Mais je pense que le loyalty programme va arriver dans le monde de l'entreprise. Ah, très intéressant. Alors, autre grande tendance, j'ai resté du coup avec Catherine de l'immobilier d'entreprise, qui fait d'ailleurs l'objet de mon édito cette semaine. C'est la flexibilité, l'espace as a service, voilà, space as a service, le coworking, le bureau opéré. Alors, je sais que ça fait longtemps que la réflexion est en cours sur ce sujet. C'est une demande évidemment des directions de l'immobilier et de l'environnement de travail. Où est-ce que vous en êtes sur cette réflexion du space as a service et de cette flexibilité? Alors, ça va même plus loin, en fait, parce que Space as a Service, bien sûr, ça vise la partie tiers-lieu, bureau opéré, et vraiment, ces sujets-là, évidemment, me tiennent à cœur. J'ai passé 3 ans chez un opérateur de coworking, et puis, évidemment, la partie même site dédié, mais opéré par un autre prestataire, je pense que ça a beaucoup d'intérêt. Mais ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, déjà aujourd'hui, on consomme l'espace et on consomme de l'espace partagé, même en entreprise partagée, parce qu'on a de moins en moins évidemment de bureaux attribués, etc. Donc la valeur du mètre carré, là je fais le lien évidemment avec les foncières, mais je suis convaincue, la valeur du mètre carré est aujourd'hui celle recherchée en tout cas par les utilisateurs que je représente, c'est vraiment un mètre carré augmenté où justement l'immeuble est conçu, intelligent, etc. Et alors là, ça va faire plaisir à Lionel qui aime bien les nouveaux concepts, etc. Mais en fait, on rentre dans l'ère du swipe office. Swipe office. SWIPE. Ouais, tu sais, comme sur Tinder, là, swipe. Ouais. Le swipe office. En fait, le bureau, c'est où je veux, quand je veux, comme je veux et avec qui je veux. On va en reparler. Parce que je pense là, c'est la vraiment... flexibilité maximum, pour le coup, que tu envisages. Odile, est-ce que ça répond à des questionnements de certains des clients? Qu'est-ce qu'on vous demande sur ce sujet? Le coworking a été un grand mouvement pour les bailleurs. Est-ce qu'on en fait? Certains ont même développé leur propre marque de coworking. Nous, on a été un petit peu prudents au départ. Aujourd'hui, on a loué des surfaces à des coworkers et on en est ravis. On en a un à Bordeaux qui a ouvert il y a 5 mois et qui est déjà à 100% de taux d'occupation. On en a, le meilleur exemple est certainement celui de Lille. On est propriétaire de la tour Europe qui domine la gare de Lille et où on a installé un coworker au 11e étage. Et qui a été, il a été ouvert en octobre et il est à 60% de taux d'occupation. Et c'est un plus pour nos locataires. Pour tous les autres étages de la tour, c'est une attractivité commerciale d'avoir ce coworker présent, puisque ça leur donne une variable d'ajustement, ça leur donne des espaces, des tiers-lieux, comme le disait Catherine. Ils peuvent en profiter. Tout à fait. Ah, okay. Et on a aussi délégué toute l'animation du hall avec service, conciergerie, etc. Et là, c'est un hôtel. On rentre dans un hall d'hôtel, on est dans un hôtel et on a des salles de réunion
à disposition chez le coworker. Ah ouais. Donc là, il y a un effet win-win indéniable, et Ah je oui. pense que c'est vraiment le meilleur exemple. Et c'est pour ça aussi que les coworking se développent plus facilement au cœur des business centers ou Et des quartiers d'affaires, Eh oui. et pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, En en périphérie. périphérie. Eh oui. Steven, on parle beaucoup du fameux bail 369, trop rigide, on en entend sans arrêt parler. Donc on voit se développer cette offre de bureaux opérés, de sorte d'hébergement clé en main, en fait. Odile a parlé aussi d'hôtels de bureaux en préparation, carrément on parlait d'hôtels de bureaux. Quelle solution est-ce que vous conseillez aujourd'hui à vos clients qui vous interrogent sur ce sujet de la flexibilité? Alors, il y a depuis toujours, on va dire, le bail commercial qui est là pendant des décennies. On a vu apparaître les centres de coworking qui sont venus pour offrir effectivement cette flexibilité et Space as a Service avec l'approche coût total d'occupation, les services qui vont avec. On peut voir une slide d'ailleurs en même temps. Donc, ça, c'est une solution. Maintenant, la flexibilité a un prix, forcément, quand on ramène au coût au poste. Après, c'est aux entreprises aussi, quand on regarde les portefeuilles, leurs besoins, l'équilibrage qu'ils souhaitent faire pour intégrer l'agilité et la flexibilité. Tu te dis, OK, il y a quelques sites où ça va rester en bail commercial, et donc le bail commercial n'est pas mort, parce qu'ils peuvent s'engager sur du 6 ans, 9 ans, sur des sièges sociaux où il faut incarner la marque, et c'est important pour attirer et retenir les talents. Sur des solutions plutôt très court terme, donc il y a les solutions coworking, et là on répond au besoin d'avoir plus de choix et un networking aussi d'espace. Et puis le moyen terme, là on est plutôt sur les 3 ans à peu près pour le test and learn, pour pouvoir avoir aussi des bureaux de proximité où les sociétés n'ont pas forcément confirmé leur forecast et leur croissance, donc ils ont besoin de passer par une étape intermédiaire. Donc il faut regarder la situation et bien vérifier où est-ce qu'on met le curseur par rapport à la flexibilité, les coûts, et vraiment regarder la boîte à outils que nous avons pour répondre aux différents besoins. Et ce qui ressort clairement, c'est que dans les chiffres du marché, c'est qu'effectivement, la demande d'espace de travail flexible a augmenté en 2021 par rapport à 2020. Donc ça a augmenté de plus de 23%. Ouais, on voit là. Aussi, on voit que la taille moyenne par nombre de postes de travail par transaction a augmenté aussi. La durée des contrats de service a également augmenté. C'est aussi indicateur que c'est l'entreprise aussi qui font recours plus à ce genre de solutions. Et puis rebondir sur votre point qui tout à fait ressort fortement sur les chiffres, c'est qu'on voit les entreprises aussi se recentrer sur les quartiers centrales. Bien entendu, les startups aussi sont très consommateurs, mais même les entreprises revoient le poids de leur mètre carré plutôt, on va dire, mieux positionné à côté des hubs de transport, et puis faire du leveraging plus sur les régions où on voit la demande augmenter. Et quelques chiffres, par exemple, si on prend l'Île-de-France, la défense sur l'espace de travail flexible a baissé en 2021 par rapport à 2020 de 8% à peu près, et à Paris a augmenté de 20%. Donc l'immobilier n'est pas très compliqué, c'est localisation. Et ça revient au début. Dans les quartiers centraux. Benoît, rapidement, sur ce sujet de la flexibilité, c'est aussi évidemment beaucoup, Steven en parlait, il va falloir faire du sur-mesure, c'est une histoire de culture, d'usage et d'aménagement. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients sur ce sujet, la flexibilité? Déjà, Odile l'a beaucoup répété, je crois que les situations sont très, très contrastées. En fait, c'est difficile de dégager des grandes leçons. Je rejoins Catherine aussi sur le côté test and learn. Après, je voulais rebondir sur le côté gamification, parce qu'il y a effectivement des startups qui travaillent déjà sur ces outils de gamification, de l'occupation de l'espace de travail, et je crois qu'effectivement, le Loyalty Programme, il y a quelque chose d'intéressant derrière. Nous, on utilise par exemple le Workplace Game, qui est un jeu qui est bien balisé aujourd'hui, qui a été développé aux Pays-Bas, qui s'est déployé partout dans le monde, et qui permet en fait justement de rembobiner un petit peu le film et de donner la parole à des managers, à des collaborateurs sur les sujets qui les préoccupent. Alors typiquement, le Flex Office en fait partie. Fort heureusement, le jeu ayant été conçu aux Pays-Bas, il y avait déjà en fait la notion de télétravail qui était très présente, et dans les adaptations finalement au fil des années, toutes ces dimensions de travail hybride, de Flex Office, quelque part sont déjà présentes. Et finalement, à travers un jeu, ça permet là aussi d'avoir cette dimension de décalage et de permettre à un collectif, à des managers de s'exprimer, de parler. Et je crois que cet art de la conversation est important, c'est-à-dire de ne pas finalement imposer aux gens des dogmes, mais en fait leur redonner la parole et d'être dans ce niveau de conversation. Puis derrière, ça permet de définir ce qu'on appelle
Alors j'aime pas trop ça, les règles de vie, je préfère parler de bonne manière, c'est-à-dire de dire aussi à ce collectif, finalement, on parlait de lissage, de fréquentation tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas poser une règle qui est de dire chaque équipe définit une journée où l'ensemble de l'équipe est présente au bureau, lundi, mardi, mercredi, peu importe. Évidemment, pas tous la même journée, bref, et de se donner des règles, en fait, un mode opératoire qu'on construit ensemble, et quelque part qu'on va signer un petit peu, tu sais, les droits et devoirs à la fin, on va signer quelque part comme un bail d'ailleurs. Voilà, les deux parties vont le signer, et on va mettre en place, et on va tester là aussi avec beaucoup de modestie, parce qu'on trouve ce qu'on va imaginer quelque part dans un groupe de travail, dans un atelier, puis ce qu'on va éprouver dans le quotidien, évidemment, il y a des différences. Donc je crois que là aussi, moi je parle beaucoup de retour sur usage, on parle beaucoup de retour sur investissement, c'est important, mais je crois que dans tout ce dont on est en train de parler, il faut être modeste, on parle d'engagement collaborateur, tout ça, ça peut avoir effectivement des implications fortes, et donc se dire dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, est-ce qu'on constate une moindre fidélité de la part des collaborateurs, est-ce que l'engagement faiblit, ou est-ce qu'au contraire, il y a un impact positif du fait de ce meilleur équilibre pro-perso, bref, c'est là aussi de se donner le temps de mesurer ce retour sur usage. Très bien. Merci beaucoup Benoît. Alors, dernière grande tendance rapidement, puisqu'on arrive au bout de notre table ronde, qui apparaît dans l'étude de The Instant Group. Le développement durable, on va revoir la slide, qu'on pourrait donc étendre aux engagements ESG. On voit, et c'est un des enseignements surprenants de l'étude, que certaines entreprises sont prêtes à payer 25% de plus pour un bâtiment écologique ou green building. Voilà, ça doit faire plaisir à Odile. Voilà. Steven me les présente. Pas l'ensemble des entreprises, mais effectivement, le développement durable remonte sur les agendas de beaucoup d'entreprises, mais ce n'est pas le volet le plus important qui pousse vers une décision. Ça reste le facteur humain qu'on a discuté tout à l'heure. Ouais, okay. Maintenant, pour les entreprises où l'immobilier d'entreprise est un élément essentiel dans leur politique de développement durable, oui, ces entreprises-là en tout cas, elles affichent être prêtes de payer une augmentation de 20 à 25% sur le loyer. Et c'est aussi des entreprises aussi qui ont des attentes, en fait, ou la demande a changé aussi de leurs shareholders, des investisseurs, leurs clients, ou même également par rapport à leur propre politique environnementale, par rapport à leur business. Voilà. Okay. Rapidement, Odile, c'est la casquette membre de l'OID. C'est quoi l'actualité de l'année en termes de développement durable pour l'immobilier ? Alors, en fait, on a assisté en 2021 à une véritable déferlante législative. Enfin, je pense que vous l'avez tous vu, connu. Il y a de nombreux textes, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, qui ont tous tendance à demander davantage de reporting, davantage de transparence, davantage d'homogénéité dans les critères, notamment les indicateurs publiés. Et c'est là où je rejoins ce que vient de dire Steven, c'est que en fait, tout ça va nous amener petit à petit à privilégier les investissements, alors pour les marchés, quelle que soit l'activité, des investissements durables. Et c'est bien à ça que va servir la taxonomie, qui va être le sujet 2022. Oui. Ça l'est déjà d'ailleurs pour certaines grosses entreprises. C'est un règlement européen qui définit des critères qui permettent de déterminer si une activité économique est durable du point de vue environnemental. Et l'objectif est évidemment de drainer les capitaux sur ces entreprises qui ont des indicateurs d'activité durable. Et c'est au travers des prêts bancaires, les banques vont demander de plus en plus de vérifier ces critères de durabilité. Au travers des prêts à bail, on voit qu'il y a vraiment cette pression qui se passe au niveau européen. Oui, au niveau européen. Et l'OID vient de faire paraître un guide sur ce sujet et qui est que tout le monde en accès libre. Voilà, comme tout ce que produit d'ailleurs sur la plateforme Taloen. Absolument. On rappelle qu'au niveau national, on a la RE 2020, le décret tertiaire, la stratégie nationale bas carbone. En préparation au deal, on évoquait aussi, mais il va falloir aller plus loin, la biodiversité, la fiabilisation de la donnée immobilière.
et puis l'économie circulaire et les matériaux biosourcés. En fait, je pense qu'on est dans l'industrie immobilière, mais également tous nos locataires sont concernés. On est en train de digérer le décret tertiaire, enfin, des dispositifs éco-énergie tertiaire, qui doit donc faire l'objet d'une déclaration avant le 30 septembre 2022. C'est une date qui a été déjà plusieurs fois décalée et qui pourrait peut-être l'être encore, puisqu'on est toujours en attente de certaines valeurs. Donc on digère ça déjà, et il y a effectivement tous ces sujets, que ce soit l'article 29 de la loi énergie-climat ou la taxinomie, ouvrent sur des sujets autres comme la biodiversité, puisqu'on s'aperçoit que l'effondrement de la biodiversité est vraiment dramatique, oui. Et touche l'intégralité. Il faut savoir que 55% du PIB mondial est assujetti à un service que rend la nature, photosynthèse, pollinisation, etc. 55% du PIB mondial. Oui. C'est colossal. Donc, tous les nouveaux textes ouvrent sur ces changements climatiques, sur la biodiversité, l'économie circulaire. C'est un sujet qui est d'une profondeur. On est au balbutiement de cette solution qui, pour moi, est une voie royale, vraiment. Donc, il y a vraiment cette ouverture, cette attente des investisseurs, donc, cette attente également des opérateurs, puisque les locataires deviennent de plus en plus demandeurs de solutions. Intégrés à la démarche et sont totalement intégrés à la démarche. On est entré dans l'ère de la sobriété pour la filière immobilière, me disait Benoît en préparation. Merci, c'est sur ces échanges que nous allons conclure cette première partie de table ronde. On a un petit peu dépassé, mais bon, j'avais encore plein de questions pour vous, donc on aurait pu continuer comme ça pendant un moment. Merci donc pour vos réflexions et vos partages d'expérience. Je vais maintenant me tourner vers nos auditeurs. Est-ce que vous avez la possibilité de réagir, de poser vos questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, merci à vous. Je vais prendre les questions des internautes et je vais commencer par la première. Suite au déménagement de certains employés à plein temps ou sur leur temps de travail dans des villes en région et hors région parisienne, y a-t-il une évolution du parc immobilier des grandes entreprises pour accueillir en mode coworking ces employés qui ne sont plus franciliens à plein temps? Il y a un développement du corpo-working. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, développement du corpo-working à l'intérieur de vos propres bâtiments finalement? Alors je comprends complètement la question. On n'est pas tellement confronté à ça parce que comme on a mis en place ce modèle de travail hybride permettant 2 jours de travail à distance, finalement les collaborateurs qui ont profité du confinement, le cas échéant, pour se délocaliser à titre privé, sont censés quand même revenir idéalement 3 jours sur site. Et puis sur la France, on a pas mal de sites. Alors on n'est pas en train de couvrir toute la France, mais du coup, potentiellement, on peut imaginer qu'on ne soit pas si loin que ça d'un site Ipsen. En revanche, il y a d'autres géographies dans le monde où, évidemment, il y a un recours au tiers-lieu beaucoup plus fort que notamment sur la France. J'ai l'impression qu'en France, on est moins partageur. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais la dernière étude d'Actineo, la dernière enquête d'Actineo montrait que sur 7 pays européens, dans le monde, c'était en France où on imaginait le moins le recours au tiers-lieu. C'est-à-dire que le travail hybride, c'est chez soi ou c'est au bureau, mais c'est pas entre les deux. Je suis pas sûre, mais en fait, ça dépend complètement, je pense, de chaque entreprise et des collaborateurs qui la composent. Le confinement, le télétravail, c'est potentiellement très injuste. Enfin, pour beaucoup de gens, ça a été... il y a un risque d'inéquité, voilà, un vrai risque d'inéquité. C'est très inéquitable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement s'en empare et essaye de mettre en place éventuellement un chèque télétravail, etc., pour que justement on développe cette offre de tiers-lieux avec un maillage fort en France, afin de permettre aux collaborateurs concernés qui ne se sentent pas bien pour différentes raisons à travailler chez eux, de pouvoir travailler autrement. Oui. Donc ça va se développer, c'est évident. Benoît, moi je vous rejoins complètement. Je pense qu'on est au tout début de cette histoire. Catherine disait tout à l'heure, c'était Odile, je crois, le temps long de l'immobilier, mais c'est aussi le temps long des pouvoirs publics. Vous disiez, il n'y a pas suffisamment d'acteurs publics dans l'observatoire. Aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales sont en train de mettre en place ce type de dispositif. Quand j'ai rencontré pour la première fois les gens de Startway,
Le seul prospect que j'ai rencontré, c'était une agglomération de la région alsacienne qui est en fait aujourd'hui une ville dortoir et qui se dit si moi demain je peux pas réserver des résidents qui restent une partie sur leur temps de travail chez moi, qui vont consommer le midi, etc., évidemment j'ai un bénéfice qui est évident par rapport à l'économie locale. Donc je pense qu'on est juste au tout début de cette histoire. Je pense que les situations sont très contrastées. Moi j'étais sensibilisé récemment, c'est la politique des transfrontaliers. Filiale d'une grande banque française au Luxembourg. 50% des collaborateurs sont belges et français. Enquête. La plupart d'entre eux font 1 heure le matin de trajet, 1 heure le soir. L'entreprise a ouvert 2 espaces de corpo working aux frontières pour permettre à ces gens-là, effectivement, de venir quand même se retrouver. Donc, et ça marche. Mais parce que voilà, on est vraiment sur une problématique spécifique liée particulière. Voilà, aux transfrontaliers. Donc je pense que les entreprises vont y venir en fonction de ces problématiques-là. Et puis d'enquête aussi, on va peut-être réobjectiver les problématiques quand même des mobilités pendulaires qui sont quand même fondamentales aujourd'hui. Et finalement se dire, au regard aussi des investissements à la fois des pouvoirs publics, l'État, Caisse des dépôts, mais aussi l'ensemble des collectivités territoriales, l'offre est en train progressivement d'émerger. Mais effectivement, je pense que la remarque est juste. Je pense que le télétravail, tout le monde y est venu un petit peu forcé. L'expérience du tiers-lieu, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Il faut que ça trouve sa place effectivement dans nos pratiques. Autre question ? Alors, la deuxième question est la suivante. Comment imaginez-vous le développement des offres d'hospitality management en 2022 ? Bien-être, salle de sport, etc. Quelle évolution en termes de services pour aller vers ce fameux Office Stality ? Alors, la Française que je suis vous dira avec beaucoup de conviction que le service clé, à mes yeux, c'est une offre de restauration de grande qualité. Pour donner envie de revenir, et en fait ça marche dans tous les pays du monde. J'ai commencé en disant que j'étais française, évidemment c'est la boutade parce qu'on est plutôt réputé pour être latin et avoir envie de faire une vraie pause déjeuner, et dans certains pays on sait que la pause déjeuner est courte. Mais dans certains pays, si vous leur offrez justement une pause de qualité, ils sont les premiers à être très heureux. Et c'est là en fait que les échanges, l'informel se développent. Donc voilà, moi je crois en numéro 1 évidemment à du F&B, food and beverage de grande qualité. Et c'est pas si simple que ça parce que la crise sanitaire a beaucoup évidemment secoué les acteurs historiques. Oui. Alors ils se réinventent petit à petit et il y a surtout beaucoup de food tech autour d'eux qui les poussent à se bouger. Beaucoup d'innovation, hein ? Absolument. Après, sur les salles de sport, c'est pas simple parce qu'aujourd'hui, on a envie que la salle de sport, elle soit près de chez soi ou près des lieux où on est. Donc, du coup, il y a des offres qui commencent à se développer pour avoir une carte et en fait pouvoir finalement fréquenter différents lieux selon l'endroit où justement je travaille. Est-ce que vous réfléchissez d'ailleurs à ce développement des services auprès du télétravailleur quand Absolument. il est chez lui ? J'ai mentionné justement cette offre globale de services. Et j'ai contribué à créer un petit think tank. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent le rejoindre, sur justement, c'est quoi l'offre de service aux collaborateurs de demain, en prenant en compte justement la partie quand je suis sur un site entreprise et la partie ou quand je suis chez moi ou éventuellement à un autre lieu. Parce que c'est une vraie question. Jusqu'où on va ? Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes demandes, les mêmes envies. Et les mêmes moyens. En termes d'inclusion, parler de RSE et donc d'inclusion du bâtiment, jusqu'où on va. Et puis si on a envie de faire revenir les gens sur certains sites, il peut aussi y avoir des sites que sur certains sites, enfin des services que sur certains sites. Donc le sujet est complexe, c'est un très beau sujet. C'est une tendance qu'on voit qui est liée à la rétention des talents, le travail hybride, et c'est le co-living. Donc c'est aussi, maintenant c'est quelque chose qu'on voit émerger parce que comme on n'a plus besoin d'être à Paris ou à la Défense, on peut aller en région et on a besoin de venir 2 jours par semaine. Donc les entreprises commencent à réfléchir aussi, aussi pour attirer les talents qui se posent beaucoup de questions, comme vous l'avez dit Benoît. Développer une vraie offre hôtelière. C'est une offre de flexibilité, de travail hybride, mais également d'être hébergé pendant le déplacement. Oui, donc le monde change dans ce sens-là. J'entends de plus en plus, Odile. Oui, je rebondirais sur ce que disait Catherine. En fait, le service, oui, alors pas non plus à n'importe quel prix. Donc il y a 2 niveaux à nouveau de service. Il y a la salle de sport, le RIE, etc., mais qui coûtent. Et pour les petites entreprises qui ont moins de moyens et qui regardent davantage le niveau de leur charge, on digitalise beaucoup de choses. Les frigos connectés, on en a installé, ça marche très bien, les gens sont ravis. Les conciergeries connectées, la digitalisation aide à offrir du service à un coût plus supportable. Oui. Allez, très vite, dernière question. Alors pour la dernière question, en allant plus loin dans le concept de la gamification, les entreprises envisagent-elles aussi d'offrir l'expérience collaborateur via le métaverse ?
Ah, le métaverse. Oula, mais oui, c'est vrai qu'en ce moment aussi, on était dans les tendances immobilières 2022. C'est bien, finalement, qu'on termine sur ce sujet. Le métaverse. Qui veut réagir au métaverse? Joker. Joker. Pour l'instant, c'est dans la discussion, ça, je vois pas d'émergence vraiment. Je reste en attente pour voir si ça va prendre. Je suis assez. On a vu des investissements récents. Enfin, c'est plutôt de l'investissement immobilier de quelques millions d'euros. C'est plus le retail qui se positionne sur le métaverse pour prendre déjà les bons emplacements. Dans le virtuel, si on avait dit qu'un jour on parlerait de ça. On parlerait de ça, de commerce virtuel. Ipsen, en tout cas, là, oui. Mais voilà, moi, pas dans le métaverse, on est dans la réalité de délivrer aux patients les médicaments dont ils ont besoin. Et surtout, je pense que dans la discussion, pour moi, le bureau, on passe d'un lieu de travail à une destination. Donc, si on est en train de créer un bureau pour faire revenir les salariés dans un bon emplacement, dans un immeuble de qualité, avec le digital, avec l'offre de services qui peut être consommée, ça veut dire que c'est un espace physique, réel, et je pense ce qui manque le plus aux gens. Et le lien social, effectivement, qui passe par toutes les offres autour de la convivialité et restauration. Parfait. Eh bien, il est l'heure de conclure. Un grand merci à vous quatre pour cette première table ronde de ANews Workwell. J'ai été ravi de vous accueillir. C'était un plaisir. Merci tout particulier à The Instant Group et à Chorus, nos partenaires experts de cette table ronde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle table ronde. ANews Workwell. Au revoir.